Hello, bonjour à tous. Alors, plutôt qu'un Teams avec un cours où tout le monde n'est pas forcément disponible, j'ai décidé de voir ce que ça donnait en enregistrant des petites vidéos. Et donc, on continue avec le chapitre 5. Sachez que les vidéos ne seront pas très longues. Mon programme ne me permet pas d'enregistrer plus de 15 minutes d'écran à la fois. Donc, on va faire petit module par petit module. Et on va commencer tout de suite donc avec les estimations de fonctions de production. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme idée? En fait, jusqu'à présent, donc au chapitre 4, on avait regardé tout ce qui était les coûts de l'enseignement. Donc si vous vous souvenez bien, on avait divisé en facteurs, on avait vu que dans ces coûts, il y avait, la question de la générosité du salaire, il y avait, la question de l'encadrement et cetera et principalement ces 2 là d'ailleurs et donc ici, on va voir dans quelle mesure investir dans l'enseignement peut produire des résultats. Donc, on va parler donc sachez que quand on parle d'input ou d'intrant, en fait, on parle des coûts, donc de ce qu'on a investi, si vous voulez, de ce qu'on investit dans l'enseignement. Heu et donc ces coûts, c'est quoi? C'est principalement les salaires des enseignements, mais ça peut aussi être lié à tout ce qui est infrastructure, les ressources pédagogiques et cetera. La question du coup, c'est de savoir, finalement, est-ce que quand on investit davantage, est-ce qu'on obtient de meilleurs résultats? Les résultats dont on parle ici, c'est ce fameux capital humain, dont on parlait et donc en gros, ça veut dire, est-ce que si on met moins d'élèves par classe, par exemple, est-ce que les élèves vont mieux apprendre? Est-ce que si on leur fait passer un test à la fin, ils auront de meilleurs résultats que si on n'avait pas augmenté l'investissement? Si on n'avait pas augmenté les coûts donc. Et donc, l'hypothèse de départ, c'est de dire, oui, probablement que si on met plus d'argent, si on investit plus, si on fait des plus petits groupes classes, et cetera, on va obtenir de meilleurs résultats. Voilà, ça fait donc, plusieurs années, une trentaine d'années exactement, que, qu'il y a plusieurs travaux qui visent à essayer justement d'analyser, de modéliser, de voir s'il y a vraiment un lien entre et quel est ce lien d'ailleurs, entre, l'investissement qu'on fait dans l'éducation et les résultats qu'on peut en sortir. Donc le lien entre les inputs, comme par exemple le coût salarial, et ce qu'on va appeler les outputs, donc les performances scolaires. Et il y a un des chercheurs les plus influents qui s'appelle Eric Hanushek, qui lui va mettre en évidence que ces travaux, ce n'est pas quelque chose d'automatique, que ce lien, c'est pas quelque chose d'automatique. Donc, par exemple, si on voulait comparer l'enseignement à l'industrie des clous, on pourrait dire, voilà, si on engage plus de personnel et qu'on met plus de machines à disposition, donc on a augmenté l'investissement puisqu'on paye plus de salaires, on paye plus d'infrastructures et cetera, avec cet argent qu'on a mis, on va pouvoir produire plus de clous. Dans la question est de savoir donc si dans l'enseignement, ce sera la même chose. Donc, voilà, on voit que c'est bien lui qui a fait ça et donc il se demande: «Tiens, est-ce que la relation est plutôt comme celle de gauche?» Donc en fait, vous voyez sur l'axe des X, on voit le coût salarial par élève à un temps T. Donc si on augmente le coût salarial, si on paye soit si on paye des enseignants plus qualifiés qui donc coûteront plus cher ou bien si on engage plus d'enseignants. Forcément, si on a 100 élèves, on n'aura pas le même coût salarial par élève si on a engagé 3 enseignants que si on en a engagé 10 et on va essayer de voir si, au plus on se déplace vers la droite sur cet axe des X, c'est-à-dire au plus on augmente le coût salarial par élève, est-ce qu'au plus on fait ça, au plus les scores augmentent? Vous voyez bien ici sur la barre ici, donc on voit qu'il y a une corrélation positive puisque plus on va vers la droite, plus on monte, ça continue de monter. Par contre, on pourrait aussi avoir un résultat où ça monte au début, mais il y a un coût à partir duquel ça ne vaut plus tellement la peine. On voit ici, vous voyez, on a beau continuer d'augmenter l'investissement, on n'a pas des scores qui continuent de monter de manière, flagrante. Donc ça, c'est la question que Anouchek se pose. Voilà, donc si on essaye maintenant de représenter cette question sous forme un peu plus mathématique, on veut voir un petit peu si on a une relation du type que Y est fonction à la fois de X et de PSE. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ici, Y, c'est la mesure de l'output. Donc on veut savoir si les scores, c'est-à-dire le capital humain, ce que les élèves ont appris, ce qu'ils ont accumulé, donc les résultats qu'ils vont pouvoir obtenir si on leur fait passer un examen ou quoi, si ce score-là va dépendre de X
qui est la mesure d'input, donc c'est-à-dire qu'on investit dans l'enseignement. Les coûts, le taux d'encadrement, est-ce que si on leur met plus d'ordinateurs à disposition, par exemple, ça va faire augmenter Y, etc. Et on va aussi tenir compte de la mesure du profil socio-économique, puisque lors de leur première expérience scolaire, les élèves, en réalité, ils ont déjà un certain capital humain qu'ils ont accumulé dans leur famille, par le fait que les parents leur lisent des livres, par les activités que les parents font avec eux, etc. Et souvent, ça, on l'a vu en sociologie, ça varie très très fort en fonction du profil socio-économique. Donc un Anouchek, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler tout un tas d'informations pour pouvoir essayer de modéliser ça et ainsi, il va récolter tout un tas de données. Donc ici, dans le tableau qu'on voit, vous voyez, donc il y a plusieurs colonnes et pour chaque lien, donc c'est chaque fois, est-ce que le nombre de professeurs par élève va avoir un impact significatif sur les résultats des élèves? Est-ce que le diplôme de l'enseignant va avoir un résultat significatif sur les résultats des élèves? Est-ce que son expérience, le nombre d'années d'expérience professionnelle qu'il a, va avoir un impact sur les résultats des élèves? Est-ce que si on le paye plus cher, ça va avoir un impact? Et est-ce que si on dépense de l'argent en dehors de justement ces frais salariaux, est-ce que on obtient des résultats positifs? Et donc, on voit que dans les différentes études pour lesquelles il a rassemblé les données, on n'a pas toujours des données pour tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes études enfin, un nombre différent d'études. Donc, il a trouvé en tout 112 études qui permettaient dans lesquelles on voyait à la fois le taux d'encadrement et les résultats des élèves. Il a trouvé 106 études dans lesquelles on voyait à la fois le diplôme de l'enseignant et les résultats des élèves, et ainsi de suite pour la colonne. D'accord? Ensuite, vous avez, parmi toutes ces études-là, combien ont été statistiquement positifs, statistiquement significatifs, soit avec un lien positif, c'est-à-dire où on voit que, par exemple, si on augmente le taux d'encadrement, donc on augmente le nombre de professeurs par élève, on va aussi augmenter les scores des élèves, soit de manière négative, où là, c'est l'effet contraire à ce qu'on pourrait attendre, à savoir que si on augmente le nombre d'enseignants par élève, on va réduire les résultats obtenus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Et les colonnes B et C ici, j'avoue que la C, je comprends pas trop ce que c'est, ils mettent signe inconnu, mais là, clairement, la B, c'est tout ce qui n'est pas significatif. Donc ici, le professeur, il a tout rassemblé dans la colonne qu'on voit en jaune. Donc ça, c'est chaque fois, parmi les 112 études qui mettent en lien la taille des classes et les résultats des élèves, on voit que sur les 112, il y en a quand même 89 qui n'ont pas donné de résultats significatifs. Et pire encore, si on regarde vraiment parmi ceux qui ont donné des résultats significatifs, on constate qu'il y en a seulement 9 qui disent que si les classes sont plus petites, les résultats vont s'améliorer, contre 14 où on va dire que si les classes sont plus petites, les résultats vont même carrément diminuer. Vous avez le même genre de résultats dans toutes les lignes. Donc sur 106 études, 95, seulement 6 finalement, on va regarder ce qui est statistiquement positif. Seulement 6 études parmi ces 106, on est ici donc, seulement 6 études parmi ces 106 vont montrer que si votre professeur a un meilleur diplôme, vous allez mieux apprendre. 33 études sur 109, ça c'est quand même celle qui est la plus intéressante, j'ai envie de dire, montre que le fait qu'un enseignant a plus d'expérience, ça va faire que ses élèves vont mieux apprendre, ils vont retenir plus de choses et obtenir des meilleurs résultats aux différentes évaluations, comme les tests PISA, etc. 9, 9 études sur 60 montrent que si l'enseignant est payé plus cher, alors les résultats augmentent, ce qui veut quand même dire qu'il y a 51 études qui ne le montrent pas, et parmi celles-là, même une qui montre le contraire, hein. Et pareil, si on augmente les dépenses par élève, sur 65 études, seulement 13 disent que oui, en investissant plus, on obtient de meilleurs résultats. On voit quand même que les plus gros chiffres se situent dans la colonne ici en jaune, à savoir que ce n'est pas significatif. Si on repart de la formule qu'on avait tout à l'heure, donc où on disait qu'on avait Y qui était fonction de X et de PSE, donc pour rappel, Y c'est le score des élèves, le capital humain, bref, les outputs, et X c'est les inputs, donc c'est l'argent qu'on dépense, les investissements qu'on fait, principalement en termes salariales, tandis que PSE c'est le profil socio-économique, puisque chaque élève arrive avec déjà un certain patrimoine. Donc
cette formule-là, on pourrait la réécrire de la façon suivante et donc dire, cette fois-ci, que en fait, c'est les résultats, le capital accumulé à un certain moment. Donc YT est fonction de XT, XT-1, XT-2, etc. Donc leur part à l'envers. Donc on a bien dit, PSE, ça n'a pas changé, c'est le profil socio-économique. Et ici, au lieu de travailler sur Y, on va travailler sur YT. Donc on va préciser que c'est le capital humain accumulé au temps T. D'accord? Donc en gros, le score que l'élève va faire à son évaluation PISA à l'issue de la 4e secondaire, par exemple. Et donc ce score-là, il est à la fois fonction de ce qu'on a investi dans cette année-là, ou dans cette école-là, mais aussi de ce qui avait déjà été investi. Et donc ça, c'est l'investissement qu'on a fait ce temps-là, c'est principalement en encadrement, donc c'est beaucoup les enseignants qu'on engage pour encadrer les élèves qui vont influencer ça. Mais c'est aussi lié à ce qu'il avait reçu dans les années précédentes, voire dans les écoles précédentes. Et donc, qu'est-ce qu'on avait investi au temps T-1 et qu'est-ce qu'on avait investi au temps T-2. Donc, par exemple, si c'est un élève de 4e secondaire à qui on fait son évaluation, donc c'est les résultats qu'il fait en 4e secondaire sont fonction de ce qui a été investi en 4e secondaire, mais si on veut parler en année, aussi de ce qui a été investi en 3e secondaire et en 2e secondaire, etc. Si on veut parler en termes d'école, on pourrait dire que c'est en fonction de ce qui a été investi dans son école secondaire où il se trouve actuellement, mais aussi dans l'école primaire où il était avant et dans l'école maternelle où il a fait ses études, etc. D'accord? Et bien sûr, on pourra aller au-delà et faire un XT-3, d'où les 3 petits points. Si on regarde ici, finalement, du XT-1 jusqu'au PSE, en fait, on a accès à tout ce qui est, enfin, on traite un petit peu de tout ce qui est l'aspect historique. Donc, pour pouvoir vraiment calculer l'impact de l'investissement sur les scores, ce qu'il faudrait, c'est avoir des données par rapport à tout ça et pas seulement par rapport à XT. Or, en général, quand on évalue des élèves dans le cadre, par exemple, des enquêtes PISA, eh bien, on va avoir des données qui correspondent à l'école dans laquelle se trouve l'élève actuellement, à la classe dans laquelle il se trouve, et donc à l'investissement qu'on en a fait dans ce temps-là, et pas, euh, pas tellement par rapport aux années précédentes, ce qui ne permet donc pas de savoir dans quelle mesure c'est cet investissement XT qui va influencer YT, dans quelle mesure ça ne peut pas être impacté à ce que l'élève avait déjà eu avant. Donc voilà. Et donc on en revient à cette idée que l'enseignement, c'est quelque chose enfin, le capital humain est cumulatif. Donc c'était l'idée où si l'élève a 15 ans, ça fait pas un an, mais bien 15 qu'il accumule ce capital. Ça ne fait pas que depuis qu'il est en secondaire, mais bien depuis qu'il est entré en première maternelle et même avant, puisqu'on parle de ce profil socio-économique, on en tient compte. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans le premier bloc. Maintenant, on voit dans le deuxième bloc, qui apparaît ici. Ici, Anouchek, ce qu'il va dire, c'est que puisqu'on ne peut pas connaître un petit peu toute l'historique, tout ce qui a été investi dans les années précédentes, on va essayer d'une certaine manière de l'isoler si vous voulez. Et donc, on va dire que euh, au lieu de prendre la mesure en un seul temps, on va la prendre en 2 temps. Donc, on va à la fois regarder, donc on va aller mesurer YT pour savoir, tiens, quel score est-ce que l'élève faisait au temps T, mais on va aussi aller regarder, en fait, cette histoire ici. Donc, on va remettre les mêmes petites couleurs, mais cette fois-ci, au lieu de dire que les scores qu'il fait au tenté sont en fonction de ce qui a été investi au tenté, mais aussi l'année précédente, l'année d'avant, etc., et de son profil socio-économique. Ici, on va isoler un petit peu ce qui a été investi au tenté, et on va dire que ces scores sont aussi fonction de ce qui avait été réalisé les années précédentes. Je ne sais pas si je suis très très claire, peut-être qu'avec ça, ça ira mieux. Donc en fait, si vous voulez, on va avoir une première évaluation à la fin de la période précédente. Si vous voulez, on pourrait faire une évaluation d'entrée au moment où, avant de commencer les tests, et l'évaluation de sortie. Euh, et donc, nous, ce qui va vraiment l'intéresser, c'est, là, il ne sait pas dire si ces résultats-là sont liés à l'investissement qu'il y a eu avant, mais comme il a ces résultats-là, il va pouvoir regarder, tiens, si pendant un an, on investit X, T, est-ce qu'on va réussir à influencer sur Y, T? Et donc, ce qui nous intéresse ici le plus, c'est de voir l'impact réel de l'investissement. Ça va être marqué par ce θ xt. S'il n'y a
pas d'impact, beh, θ vaudra 0. S'il y a un gros impact, θ vaudra beaucoup et on arrive au bout des 15 minutes. Je prépare une deuxième vidéo.